Avant-dernière course de la saison MotoGP 2022. D'entrée de jeu, cette phrase, elle fait mal. Bon, par contre, le petit point positif, c'est qu'on est de retour en Europe, donc on va pouvoir enfin avoir des horaires de sommeil normales. Et on aurait pensé justement que ce dimanche, l'un des deux titres restants allait être distribué. Eh bien non, on va devoir attendre Valencia dans 2 semaines. Malgré tout, le tracé de Sepang nous aura offert quelques débuts de réponse pour les deux catégories restantes, car en Moto 3, tout est déjà fini pour le champion. En revanche, pour la Moto 2, pour changer, le championnat est encore une fois relancé. Et en MotoGP, il semblerait bien que le nom de Francesco Bagnaia soit celui qui sera inscrit dans 2 semaines, mais ça, on n'en est pas encore sûr, je vous le raconte dans ce récap de Sepang. Après le sacre d'Izan Guevara en Moto 3 la semaine dernière à Phillip Island, il ne reste plus que les places d'honneur qui peuvent être distribuées. À commencer bien sûr par la 2e place, celle de vice-champion du monde. Ce sont donc 3 hommes qui se battent pour celle-ci, Sergio Garcia, Denis Foggia et le japonais Ayumu Sasaki qui est très bien revenu sur cette seconde moitié de championnat. Et pourtant, aucun de ces 3 hommes n'est venu s'imposer ce dimanche en Malaisie. Non, pour ça, il va plutôt falloir se pencher sur le doyen de la catégorie, à savoir John McPhee. Présent en Moto 3 depuis l'arrivée de la catégorie en 2012, le pilote écossais âgé de 28 ans vit sa dernière saison au sein de la Moto 3 puisqu'il a atteint l'âge limite. Il s'était offert jusque-là 3 victoires et une 5e place au championnat, comme meilleur résultat, c'était en 2019. Et cette année, c'est un petit peu moins la fête pour lui, déjà parce qu'il n'avait pas eu de victoire, mais aussi car son meilleur résultat n'était qu'une 5e place, c'est-à-dire pas de podium, ça c'était au Qatar. Alors il a voulu un petit peu faire comme Suzuki, gagner une dernière fois avant de partir. Mais ça allait être difficile parce qu'il partait quand même 22e sur la grille. Au départ de la course, c'est un groupe composé des leaders du championnat qui partiront très fort. En revanche, nous sommes à Sepang, circuit avec 2 grandes lignes droites et là-bas, le phénomène d'aspiration Moto 3 est très présent. Conclusion, les positions ne feront que changer virage après virage et bien sûr, tour après tour, on a un nouveau leader. Et même si la course était déclarée sèche, on a roulé avec les pneus slick, il y avait quand même eu une belle averse dans la nuit, ce qui laissait un petit peu les pilotes fébriles à certains moments et la piste très délicate. On assiste d'ailleurs à plusieurs chutes comme celle de Tatsuki Suzuki ou David Munoz, mais aussi l'énorme chute de Stefano Nepa qui se fracture d'ailleurs le tibia sur un high side énorme, saison terminée malheureusement pour lui. Tandis que la course avançait petit à petit, un groupe de 10 pilotes commence à réellement se détacher du peloton. Scénario que finalement on voit assez rarement cette année, un grand groupe qui se détache pour la lutte finale, généralement c'est des petits groupes par-ci par-là. On retrouvait alors les leaders Garcia, Sasaki, Foggia, mais aussi Massia, Rossi ainsi que John McPhee qui avait réussi à faire la jonction avec le groupe. Avec un tel paquet, forcément les accrochages finissaient par arriver, à commencer par la chute de Ricardo Rossi. Mais on pourra aussi noter la frayeur qu'a eu Izan Guevara lorsqu'il est rentré dans l'arrière de la moto d'Ayumu Sasaki après que ce dernier ait loupé un rapport en début de ligne droite. Heureusement, ils sont restés sur leur roue et la course pouvait continuer. Par contre pour Guevara, il se retrouvait bien plus loin après ça. Une fin de course rythmée par les nombreux dépassements, dont celui de John McPhee qui fera un énorme freinage pour doubler 4 pilotes d'un coup à quelques virages de la fin. Ce sera d'ailleurs le dépassement pour la victoire. Pour finir en beauté sa dernière saison de Moto 3, John McPhee viendra s'offrir la 4e victoire de sa carrière devant son coéquipier Ayumu Sasaki et Sergio Garcia qui prenait le meilleur sur Jaume Massia dans les derniers instants. L'avantage au championnat est désormais pour Garcia qui compte 241 points, 8 d'avance sur l'italien Foggia et 14 sur le japonais Sasaki. Valencia sera donc la réponse à la place de vice-champion du monde dans la catégorie Moto 3. L'énorme erreur d'Augusto Fernandez la semaine dernière lui avait fait perdre non seulement beaucoup de points, mais aussi la tête du championnat du monde en Moto 2. Une chute qui coûtait forcément très cher au vu des écarts au championnat. Mais cette saison Moto 2 est bien trop intéressante pour qu'on s'arrête là niveau suspense. Non. On va encore une nouvelle fois relancer le championnat. L'énorme départ sera pourtant accrédité à Tony Arbolino qui partira très fort devant, suivi d'Ayogura, tandis que quelques virages après le départ, un accrochage survenait entre Somkiat Chantra, Pedro Acosta et Aaron Canet, ce qui allait faire exploser le groupe d'entrée de jeu. Ogura suivra alors sagement Tony Arbolino tout le long de la course en étant tranquillement à la 2e place, histoire de s'économiser lui, mais aussi ses pneus. Derrière, c'était un peu plus compliqué pour Augusto Fernandez qui luttait pour le top 5 avec des pilotes comme Manuel Gonzalez et Jake Dixon. D'ailleurs, on pourra vraiment souligner la très belle course de Manuel Gonzalez, qui je le rappelle est un pilote qui vient du Supersport à la base, mais qui est maintenant en Moto 2 dans le team VR46 Yamaha Mastercamp. Pour un pilote qui vient d'un autre championnat, il fait une belle saison et il l'a encore une fois prouvé à Sepang ce dimanche. Malheureusement pour lui, une baisse de régime en fin de course lui fera perdre les places, mais on retient quand même sa belle bagarre. D'ailleurs, il a re-signé pour l'année prochaine, toujours en Moto 2. Les derniers tours arrivaient et devant, Ogura passera finalement à l'action en revenant sur Arbolino puis en l'attaquant dès qu'il était possible. L'Italien par contre lui voyait là une nouvelle victoire cette saison se profiler.
On ne laissera pas passer Ayogura, il contre-attaquera directement. C'est là qu'une interrogation se soulève. Pourquoi Ayogura attaquait Tony Arbolino au risque de tomber alors qu'il était deuxième et qu'il reprenait beaucoup de points une nouvelle fois sur Fernandez qui lui était au-delà du top 5? Nous n'avons pas eu la réponse à cette question, par contre on a eu le droit à un dénouement assez triste pour le japonais. Tout simplement la chute d'Ayogura dans le dernier tour. L'énorme erreur qu'avait fait son adversaire Augusto Fernandez la semaine dernière, qui lui avait pourtant coûté le championnat et de nombreux points. Cette fois-ci, c'est au tour du japonais de faire exactement la même. Tony Arbolino commet une petite erreur au niveau de son freinage, il écarte un peu, Ogura s'engouffre alors qu'il y a largement la place et pas besoin de forcer, mais il tombera. Avec ça, Augusto Fernandez, il en profitera pour remonter dans le classement général et s'offrir la 4e place en course. De quoi reprendre pas mal de points, en plus de la tête du championnat. C'est ainsi sur ce scénario dément que Tony Arbolino vient s'offrir la 3e victoire de sa saison en Moto 2, devant Alonso Lopez qui confirme sa grande forme une nouvelle fois, et Jack Dixon de nouveau sur le podium. La tête du championnat est donc bel et bien perdue pour Ogura qui se retrouve maintenant 2e à 9,5 points d'Augusto Fernandez. Le scénario est simple, si Ogura veut être champion à Valencia, il doit par exemple gagner et Fernandez ne doit pas faire mieux que 4e. Rendez-vous dans 2 semaines pour le dénouement final. Après la chute de Fabio Quartararo lors du Grand Prix d'Australie, Francesco Bagnaia se retrouvait en toute logique leader du championnat et avec une belle avance, 14 points. Nous nous retrouvons donc en Malaisie à Sepang pour une première balle de match car oui, Bagnaia pouvait être titré ce dimanche suivant plusieurs scénarios. Circuit qu'il aime bien et où il a d'excellents souvenirs puisqu'il avait déjà été titré en Moto 2 4 ans plus tôt. Il y avait de nombreuses situations possibles pour que Bagnaia soit champion du monde. L'une d'elles était que s'il gagnait, Fabio devait faire au-delà de la 3e place, donc pas de podium. Au départ de la course, c'est le poleman Jorge Martin qui fera en toute logique le hot shot après avoir pulvérisé le record de la piste la veille. Il sera suivi par un Francesco Bagnaia qui réalisera un départ fantastique en s'élançant depuis la 3e ligne, mais aussi et surtout par Fabio Quartararo qui lui partait de la 12e position et qui pourtant arrivait à accrocher une 6e place d'entrée de jeu. Fabio arrivera même à doubler encore 2 autres pilotes jusqu'à se retrouver à la 4e place mais commencer à être un petit peu loin du top 3. Le problème c'est qu'on est à Sepang, devant lui il y a des Ducati et il y a aussi de grandes lignes droites ici. Le danger maintenant pour Fabio Quartararo était de savoir si Bagnaia allait finir par passer Jorge Martin et dans ce cas-là, eh bien il serait champion du monde puisque Fabio lui n'est que 4e. Quand tout à coup, Jorge Martin part à la faute. Énorme chute pour l'Espagnol qui avait pourtant toutes ses chances d'inscrire une victoire à Sepang aujourd'hui, mais le rythme était peut-être un peu trop élevé pour lui sûrement et il finissait par tomber. Bagnaia récupérait alors la tête de la course, mais qui dit chute de Martin dit que Fabio récupère la 3e place et dans ce cas-là, Bagnaia n'est toujours pas champion du monde. Mais ce n'est pas fini, puisqu'il y a un autre danger qui venait maintenant, mais de la part de Marco Bezzecchi, qui revenait comme un boulet de canon sur Fabio, jusqu'à être à 3/10 de lui. Si le pilote VR46 passait, ça relègue Fabio à la 4e position, et dans ce cas-là, vous connaissez la suite. Mais Fabio réussira à maintenir Bezzecchi, il recréera même un nouveau rythme et ira jusqu'à revenir sur les pilotes de devant sans pour autant pouvoir les dépasser. Devant, Bagnaia devait aussi contenir Enea Bastianini qui lui aussi voulait une victoire et se permettra même d'attaquer Bagnaia à un moment si crucial avant de revenir à la 2e position suite à la contre-attaque du pilote rouge. A partir de là, les tours passeront et les positions resteront figées. Francesco Bagnaia venait donc s'offrir la 7e victoire de sa saison sur une course extrêmement bien maîtrisée devant Enea Bastianini et l'incroyable Fabio Quartararo qui fera une course magnifique en terminant 3e et repoussant l'échéance jusqu'à Valence, il reste encore donc un espoir. C'est désormais 23 points d'avance que possède Bagnaia sur Quartararo et la finale de Valence décidera du nom du champion du monde 2022, même si Bagnaia n'a que peu de soucis à se faire. Cela étant, il reste encore un espoir, alors continuons d'y croire pour Fabio. Et oui, tout peut encore arriver, c'est le MotoGP. C'est sûr que 23 points, c'est mission quasi impossible. Quasi. Je fais un aparté rapide justement sur ce qui s'est passé en 2006. On était en MotoGP et à ce moment-là, Valentino Rossi jouait le titre de champion du monde dans la dernière course à Valence face à Nicky Hayden. Rossi arrivait à Valencia, dernière course de la saison, avec 245 points, 9 de plus que Hayden qui lui n'en avait que 236. La veille, Rossi fait la pole position et on voit que l'Italien est plus en forme qu'Hayden qui ne fait que 5e. Mais ça, c'est pas la course, c'est les qualifications. Et oui, car le dimanche, le lendemain, Rossi partait à la faute d'entrée de jeu et finissait la course à la 13e position. Scénario quasi improbable de la part de celui qui dominait la catégorie à ce moment-là.
mais scénario qui a quand même eu lieu. Hayden finissait la course à la 3e position et devenait donc champion du monde avec 5 points d'avance sur Valentino Rossi, 5 points que l'Italien avait potentiellement perdu pour 2 millièmes en finissant 2e au Portugal après la victoire sur le fil de Tony Elias. Alors oui, la situation est différente ici, on parle pas de 9 points mais de 23, mais ça montre quand même une chose, absolument tout est possible en MotoGP, absolument tout. Tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée, on ne peut pas se prononcer. Maintenant, je vous laisse choisir votre camp, Team Quartararo ou Team Bagnaia. Rendez-vous dans 2 semaines à Valence pour le dénouement final. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve à Valence dans 2 semaines pour la grande finale, honnêtement. J'espère que ça va le faire pour Quartararo, ça paraît difficile mais on continue d'y croire. Malgré tout, il faut pas non plus oublier que Bagnaia a fait une saison très solide, cette victoire c'est pas rien. En tout cas, j'ai hâte d'être à Valence et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et vie à tous.